Bonjour à tous et bienvenue sur Acta Vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer notre deuxième épisode consacré aux armes des gladiateurs du Haut Empire romain. Lors du premier épisode, nous avons découvert la dague et son utilisation spécifique dans le cadre des combats de spectacle. Si vous n'avez pas vu cet épisode, le lien est dans la description. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est que cette arme, cette dague, est utilisée conjointement avec un bouclier. Le but étant même de le contourner pour toucher son adversaire. Il est un élément essentiel du combat et pourtant, il est trop souvent sous-estimé par la culture populaire, et ce, quelle que soit l'époque. J'imagine que vous avez tous en tête ce moment où dans un jeu vidéo ou un film, l'un des combattants jette son bouclier car celui-ci le gênerait. Alors comment dire, si le bouclier perdure de l'Antiquité jusqu'au début du XVIIe siècle en Europe, c'est que cette arme présente bien des qualités évidentes. Et celui des gladiateurs ne déroge pas à cette règle. Par contre, ce que l'on observe, c'est que d'une panoplie à l'autre, sa taille et sa forme peuvent varier. Globalement, chez les gladiateurs, nous allons retrouver deux grandes familles de boucliers, les grands et les petits. Le scutum, utilisé par les gladiateurs scutati, est de forme rectangulaire et cintrée. Il couvre le combattant de l'épaule jusqu'à mi-tibia. Il est tenu grâce à une poignée au centre appelée manipule, recouverte par une demi-sphère métallique, lumbo. D'origine samnite, on retrouve ce bouclier chez les légionnaires. Il est utilisé par le provocator, le myrmillon et le secutor. À préciser que le cintrage du bouclier est moins prononcé pour le provocator qu'avec le myrmillon ou le secutor. Sa taille peut également légèrement varier. La parma, utilisée par les parmati, a deux formes. L'une, celle du thrace, est de forme rectangulaire et cintrée comme le scutum, sauf qu'elle est bien plus courte et n'a pas de umbo, la poignée n'étant pas taillée dans le bois. L'autre, utilisée par l'oplomaque, est une demi-sphère. Mais les sources sur ce bouclier ne nous montrent pas comment les gladiateurs le tenaient. Par contre, on observe sur les représentations que l'oplomaque tient une dague de la même main que celle avec laquelle il tient son bouclier. Ajoutons qu'en dehors du umbo en métal, les boucliers sont faits de lamelles de bois collées. C'est cette technique qui permet d'obtenir de tels cintrages. Connaître leur forme et leur technique de fabrication nous permet de fabriquer des reconstitutions, à partir desquelles nous allons pouvoir étudier leurs caractéristiques. On va passer au test et on va essayer plusieurs gestes pour voir ceux qui peuvent nous protéger des différentes attaques, avec notamment le unus et le duo. Avec un scutum, la première chose que l'on remarque, c'est que celui-ci est cintré. Ce cintrage décale le centre de gravité vers l'arrière. Avec la poignée taillée directement dans le plateau, le bouclier bascule vers l'arrière. On peut le projeter vers l'avant en le maintenant droit, mais ça demande beaucoup d'efforts au poignet. Si on prend un bouclier plat, comme celui du guerrier gaulois, il n'y a pas cette bascule naturelle. Ainsi, le bouclier reste droit. Pour se protéger d'une attaque à l'épaule, comme le unus, divers mouvements sont possibles. Mais le plus rapide et efficace reste une simple élévation verticale en pliant le coude pour intercepter le mouvement de la dague adverse. En ce qui concerne la protection face à un duo, le cintrage offre une première protection qu'il faudra contourner. Si l'adversaire y parvient, il est plus simple de se réorienter que de déplacer son bouclier. Passons à la parma du thrace. Elle est elle aussi cintrée. Elle bascule donc naturellement vers l'arrière. Mais sa légèreté et sa poignée verticale fixée au plateau lui donnent une plus grande maniabilité. La bascule facilite la protection face à un unus. En venant rapprocher le bouclier de l'épaule, en pliant le coude, on peut même réussir à se protéger une partie du dos, ce qui peut en revanche laisser d'autres parties à découvert. Il est également aisé de se protéger le flanc et surtout de passer d'une position à l'autre, en veillant bien sûr à ne pas bloquer son bras. La parma du thrace est alors un bouclier très mobile. Pour pouvoir manipuler la parma de l'oplomaque, tout en tenant une dague comme nous le montrent les sources, notre hypothèse, c'est qu'il disposait d'un système d'énarmes. Mais lorsqu'on tend le bras,
on est vite bloqué et on ne peut pas le tendre au maximum. Quand elle est placée contre l'épaule, on est d'ores et déjà bien protégé contre un houmous. Pour augmenter cette protection, il suffit de projeter son coude vers l'arrière. Contre un duo, la protection que peut offrir ce bouclier est très limitée. On le bascule difficilement sur son flanc droit, contrairement à la Parma du Thrace. Avec tous ces tests, on a pu observer les différentes caractéristiques de ces boucliers. Et ce qui saute aux yeux, c'est qu'ils n'offrent pas tous la même dynamique de protection dans leur manipulation. Et pour bien comprendre cet aspect, il faut maintenant les replacer au sein de leur panoplie tout entière. Comme avec notre étude sur les dagues, les iconographies vont nous montrer les positions de garde de chaque panoplie. Le bouclier est toujours positionné face à l'adversaire. Et avec le casque, la manica, là où les jambières, cette position de garde va créer un véritable mur de protection. Le provocateur se place jambe gauche en avant. Le scutum contre son épaule et son genou. Son casque à large protège-nuque vient protéger son cou et sa nuque. Et la manica, son flanc droit. L'ocréa, la jambière, vient compléter cette protection. Le thrace, avec sa parma, peut, grâce à ses deux jambières, se positionner dans une garde avec la jambe gauche ou droite en avant. La large collerette de son casque, couvrant ses épaules, lui offre un maximum de protection tout en lui permettant de manipuler son bouclier. Le myrmillon a une garde similaire à celle du provocateur, mais son casque à collerette et sa manica font qu'avec le cintrage de son scutum, il est naturellement protégé tant qu'il reste en garde face à son adversaire. Il forme un véritable mur. Et enfin, l'oplomaque. Comme le thrace, ses deux jambières lui permettent de positionner une jambe ou l'autre en avant. Son casque a une collerette haute et plate qui lui permet de bien travailler avec son bouclier. Si on a vu qu'il est difficile de se protéger d'un duo avec cette parma, c'est la manica qui va remplir cette fonction. Le bouclier seul ne fait pas toute la protection. S'il est effectivement un élément essentiel de la défense, c'est l'ensemble de la panoplie qui produit la protection. Et tant que le gladiateur est bien en garde, cette protection est impénétrable. Mais la moindre action va créer des failles dont les gladiateurs doivent profiter pour s'entailler. Et c'est ça qui va créer l'intensité de tout le combat. Maintenant, on va voir qu'en plus, l'utilisation du bouclier est loin d'être passive. Le mouvement le plus emblématique du scutum et du provocateur, c'est la percussion. Le cintrage faisant basculer le bouclier sur l'épaule, il suffit simplement d'étendre le bras pour percuter ou bien le bouclier de l'adversaire ou bien le casque. C'est une action à la fois spectaculaire et qui permet de garder l'adversaire à distance. Le myrmillon peut lui aussi percuter avec son scutum, mais n'a aucun intérêt à le lever trop haut, ce qui ouvrirait sa défense. En revanche, il peut profiter de cette couverture pour charger son adversaire. S'il devait s'ouvrir lors de cette action, il a juste à se réorienter pour être pleinement protégé. Son adversaire principal, le thrace, va profiter de la grande mobilité de sa panoplie pour contourner les protections adverses. Le fait de pouvoir placer son bouclier sur son flanc lui donne l'opportunité d'attaquer sur différents angles et de pouvoir réagir aux contre-attaques. Il peut également tendre son bras vers l'avant. C'est moins pour percuter avec le plat du bouclier que pour reprendre de la distance. Avec ses deux jambières, l'oplomaque peut lui aussi changer ses appuis. Les sources nous montrent ce gladiateur dans deux situations, soit armé d'une lance et d'une dague face à un myrmillon, soit uniquement à la dague face à un thrace. Quant à l'utilisation de son bouclier, il est représenté sur certaines iconographies avec le bras tendu, ce qui peut servir à percuter ou repousser le bras d'un attaquant. Le bouclier est donc un élément décisif, car au-delà d'être une simple protection, il détermine toute la panoplie qui s'articule autour de lui, et donc le style de combat du gladiateur. Il faut alors replacer ces panoplies au sein d'un combat pour bien voir cet aspect. Dans un combat,
Opposant un thrace et un myrmillon, on voit très clairement ce travail où les gladiateurs vont chercher à s'entailler en passant au-delà de la protection offerte par l'équipement. La parma du thrace, peu encombrante, va lui permettre d'être très mobile. Il va donc chercher à contourner grâce à des décalages sur les côtés la défense du myrmillon. Lui, par contre, sera beaucoup plus frontal. À l'aide de ses charges, il va chercher à submerger son adversaire. C'est avec les provocateurs que le travail de percussion au bouclier est le plus éloquent. Les deux gladiateurs vont chercher à bloquer, maintenir à distance et ouvrir la garde de leur adversaire. On peut le comparer au travail de jab en boxe, qui sert à préparer une attaque décisive. Ici, l'entaille de la dague. C'est dans des combats comme ceux opposant un thrace et un hoplomach, qui ont des styles de combat très proches, qu'on va voir l'importance des déplacements dans la gestion de la distance et des décalages. Les parmae, étant moins enveloppantes, elles offrent moins de protection mais plus de mobilité. Le décalage est une action essentielle aux parmati, les porteurs de petits boucliers. Cette synergie entre dague et bouclier est présente dans tous les combats de gladiateurs. Préparation, contournement, blocage, percussion sont autant d'actions possibles via les boucliers. Tous les gladiateurs en feront l'usage, mais chaque panoplie a une action privilégiée, ce qui leur donne un style particulier. Les scoutati à grand bouclier sont plutôt dans un style linéaire et frontal, là où les parmati à petit bouclier sont plutôt dans la mobilité. Et ce n'est donc pas pour rien que les sources nous montrent des affrontements bien précis. Il faut opposer des styles complémentaires et équilibrés pour que le combat garde de son intérêt et reste dynamique. Car n'oublions pas, c'est avant tout un spectacle. Donc, si vous voyez un gladiateur jeter son bouclier pour mieux combattre, c'est que peut-être il ne sait pas s'en servir. Ainsi, le bouclier est un élément pivot dans les combats de gladiateurs, car il définit le style des combattants. Et pourtant, il y a un gladiateur dont on n'a pas encore parlé qui semble ne pas en avoir, le rhétière. Pour comprendre comment il fait pour s'en passer, il va falloir parler des armes d'Ast. Et ça tombe bien, c'est pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à cliquer sur la cloche. S'il y a des questions, c'est en commentaire. Allez, à bientôt sur Acta Vidéo.